L'Europe du Sud. L'équilibre entre prédateurs et proies y est rompu depuis longtemps et les loups se montrent de plus en plus souvent près des fermes, testant les limites du territoire humain. C'est alors qu'un élément ancestral mais sous-estimé entre en jeu, les ânes. Inoffensifs au premier abord, ils se révèlent être des protecteurs parfaits. Ils sont plus endurants que les autres animaux, leur réaction au danger est instantanée et ils ne connaissent pas la peur. Enfin, pour la plupart d'entre eux. Les ânes ne fuient pas les loups, ils foncent droit sur eux, attaquent, mordent et frappent si fort qu'un seul coup peut assommer un prédateur. Au sein d'un troupeau, un âne sert de système d'alarme vivant, il est le premier à détecter le danger. Mais ça entraîne une augmentation du bruit, de la nervosité parmi les animaux et parfois des risques. Les ânes attaquent tout ce qu'ils voient comme une menace, y compris les chiens et les humains. De nouvelles zones apparaissent sur la carte de l'Europe, des pâturages où les chiens ne peuvent plus maintenir l'ordre. On a besoin d'un nouveau héros. Comment ça, un âne ? Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Tout a commencé... Eh bien, on pourrait dire que tout a commencé en 2022 en Basse-Saxe, en Allemagne. Un loup gris est sorti de la forêt et il a tué un poney nommé Dolly, car c'est ce que son instinct lui dictait. Les loups s'en prennent souvent au bétail, mais cette fois, celui-là s'est attaqué au mauvais poney. Dolly était la préférée d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Si ça avait été l'âne de Steve, Steve étant le modeste propriétaire d'une cabane de jardin, personne n'aurait rien dit. Bref. Quoi qu'il en soit, la mort de Dolly dans les mâchoires du loup a déclenché une série d'événements qui ont mené à un vote à Strasbourg où se réunit le Parlement européen. Ce vote a changé le statut des loups, ils ont perdu leur protection inconditionnelle, ce qui a réjoui les éleveurs. Car c'est eux qui souffraient de l'inaction des autorités pendant que le nombre de loups progressait. Aujourd'hui, 21 000 loups parcourent l'Europe au sein de meutes, tuant 40 000 moutons, chèvres et bovins chaque année. On ferait avec s'ils ne s'en prenaient qu'au bétail, mais ils attaquent aussi les humains. Par exemple, en novembre 2024, un écolier a été attaqué par une meute de loups dans un parc national néerlandais. Quelques mois plus tôt, dans la même zone, un loup s'en était pris à un autre enfant. Heureusement, de tels cas restent rares. Entre 2002 et 2020, les chercheurs n'ont relevé que 6 attaques sur des humains dans les pays de l'UE. Mais comme on dit, même un risque faible n'est pas nul. Et c'est ce qui fait peur aux gens. Quant aux éleveurs, ils reçoivent 7,7 millions d'euros par an en compensation. Seulement, ça ne résout pas le problème, car dans de nombreuses régions d'Europe, les loups n'ont rien à manger. Ou plutôt, il y a juste trop peu de proies sauvages pour nourrir une meute. Les loups dépendent donc du bétail comme source de nourriture. Et les attaques ne risquent pas de s'arrêter. La vérité, c'est que les Européens avaient oublié ce que c'était que de vivre aux côtés des loups, et ils sont en train de le redécouvrir. Pendant des siècles, les loups étaient l'une des forces primordiales de la nature sur le continent européen. Ils sont apparus bien avant les humains et ils ont maintenu l'équilibre de l'écosystème pendant des siècles jusqu'à l'arrivée de ce nouveau rival. Puis les humains ont débarqué et une longue lutte s'est engagée. Les loups chassaient le bétail et les gens, les humains ripostaient en chassant les loups. Ça a tenu un moment, mais au milieu du XXe siècle, l'équilibre a été rompu. Dans de nombreuses régions d'Europe, les loups ont disparu. Seuls de petits groupes ont survécu, cachés, prudents et vivant en marge. Les derniers loups ont dû développer de solides compétences de survie, sinon ils n'auraient jamais tenu le coup. Tout a changé dans les années 1970 quand une nouvelle ère de gestion de la nature a débuté. On a décidé de reconstruire ce qu'on avait détruit et les loups ont fait leur retour. Les organisations internationales leur ont accordé le statut d'espèce de préoccupation mineure. La boucle était bouclée, ce prédateur qui avait été retiré du système y a été réintroduit, mais cette fois sous protection légale. Une fin heureuse pour l'écologie. Aujourd'hui, 19 000 loups vivent dans les 27 États membres de l'UE contre 14 300 en 2016. À travers l'Europe, leur population atteint 21 500 contre 17 000 en 2016.
Bien sûr, plus il y a de loups, plus ils se répandent. En l'espace de 10 ans, leur territoire s'est agrandi de 25%. En Allemagne par exemple, il n'y avait qu'une seule meute en 2000, mais en 2022, on en comptait 200. Et oui, un de leurs membres, malheureusement, a mangé le poney de la présidente. Bref, le retour du loup gris en Europe a été un succès, mais il a suscité beaucoup de controverses. C'était prévisible, les éleveurs étaient mécontents, tandis que les écologistes étaient ravis car les loups rendent la nature plus saine et plus forte. Après tout, ils sont les prédateurs ultimes en Europe. Sans eux, toute la chaîne alimentaire s'effondre. Mais la frustration des éleveurs ne cessait de croître, puis est arrivé cet incident avec le poney. Finalement, les autorités de Suède et de Bavière ont pris les choses en main et permis aux chasseurs de tirer sur les loups qui attaquent le bétail. Lors d'une réunion à Strasbourg, les membres de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel ont voté pour changer le statut de protection du loup. Le changement n'était pas drastique. Les loups sont passés de strictement protégés à simplement protégés. Mais ce changement permet aux pays de l'UE de délivrer des permis pour tirer sur les loups qui représentent une menace. Une question se pose. Il n'y a pas d'autre solution? Une solution plus pacifique, sans tir ni abattage? Eh bien, vous vous souvenez de la lutte biologique? J'ai l'animal idéal en tête. 200 kilos de muscles et un corps fait pour se défendre. Des oreilles rabattues, des yeux concentrés, des pupilles alertes. Un seul coup de sabot suffit à mettre hors jeu un loup, un coyote ou un puma. Si l'attaquant est encore vivant, les dents entrent en jeu. D'une morsure, il lui brise les os et son braiement résonne à travers les plaines, terrifiant les autres prédateurs. Cette créature ne connaît pas la peur, elle attaque sans prévenir et peu importe qui lui fait face. S'il s'approche trop, même un humain peut finir blessé. Et pas seulement un humain, même un alligator. Oui, je parle bien sûr de l'âne. Les ânes se sont révélés être parmi les gardiens les plus efficaces des zones rurales. Dans certaines régions du Canada, comme l'Alberta, ils protègent les brebis et les vaches aussi bien que des chiens. Ils travaillent 24 heures sur 24, mangent de tout et vivent au sein du troupeau, partageant leur foin et leur herbe. Pour les éleveurs, c'est très rentable. Un seul âne peut garder tout un pâturage en sécurité. Leur efficacité ne vient pas du dressage, c'est de l'instinct pur. Quand un prédateur apparaît, l'âne ne fuit pas, il lui fonce dessus. Il l'attaque, il braie et il perturbe l'ennemi. En Australie, la demande pour ces animaux a explosé ces dernières années. Les éleveurs en achètent plusieurs à la fois pour former des équipes. L'un reste avec le troupeau, tandis que les autres chassent les chiens errants. Dès l'arrivée de ces gardiens, les marques de morsure sur le bétail disparaissent en même temps que les prédateurs. Bref, ça marche. La stratégie est éprouvée. Aux États-Unis, on s'en sert aussi. Dans le Colorado, par exemple, un propriétaire de ranch a fait venir 7 ânes pour garder son troupeau. Avant ça, des loups avaient tué 3 vaches en 1 an, une grosse perte. Mais avec ses protecteurs, le prochain loup qui essaiera d'approcher une vache affrontera un ouragan de sabots et de dents d'âne. Imaginez ça. En fait, des ânes de garde sont maintenant couramment utilisés aux États-Unis, où ils font fuir les loups, les coyotes et même les ours. Et si ça marche ailleurs dans le monde, peut-être que l'Europe devrait s'y mettre, suivre la tendance. Ce qu'on pense savoir sur les ânes est presque toujours faux. On a tous cette image en tête, un âne têtu qui s'arc-boute et refuse de bouger malgré les efforts des humains présents. C'est pourquoi on dit souvent d'eux qu'ils sont stupides. Mais avoir du caractère n'est pas synonyme de stupidité, bien au contraire. Les ânes ont un excellent sens de la survie. Quand ils détectent un danger, au lieu de fuir, ils se figent. Ça leur donne le temps d'analyser la situation, d'évaluer la menace ainsi que leur propre force et de décider de la suite. Les chevaux, par exemple, ne font pas ça du tout. Quand ils sont effrayés, ils s'enfuient, même si le danger n'est qu'un sac plastique, une flaque ou un panneau routier. Autant de choses qui ne mangent pas les chevaux. Mais les compétences de l'âne ne se limitent pas à une bonne évaluation des risques. Ils sont naturellement agressifs envers les canidés, loups, coyotes, chiens errants, renards.
c'est ce qui les rend si efficaces pour protéger le bétail de ses prédateurs. Chose amusante, les vaches gardées par un âne apprennent à le considérer comme leur protecteur et elles s'en rapprochent en cas de danger. Quelles sont leurs caractéristiques ? Les ânes ont un braiement insupportable, des sabots puissants, des dents acérées et ils peuvent infliger des coups incroyablement forts, de quoi donner une bonne leçon aux prédateurs. De plus, ils ont une ouïe exceptionnelle, un odorat développé et une excellente vue. Ils utilisent ces sens pour détecter les intrus et passer à l'attaque. Ils braient, ils montrent les dents et ils poursuivent l'ennemi pour le frapper ou le mordre. Certains ânes s'en prennent même aux cerfs, aux ours, au bétail inconnu, aux gens et autres intrus ou intrus potentiels. Bien sûr, les ânes ne patrouillent pas sans arrêt, mais ils gardent un œil sur le troupeau et ils se précipitent s'ils repèrent un prédateur. L'idéal est que le pâturage soit plat et pas trop vaste, ainsi l'âne peut voir toute la zone depuis l'endroit où il se trouve. Certes, au premier abord, les ânes semblent trop calmes pour faire de bons gardiens, ils semblent indifférents à tout, mais c'est une illusion. Les éleveurs qui ont vu un âne attaquer des prédateurs disent que les pauvres loups et coyotes finissent dans un sale état. L'âne fait ensuite quelques pas de côté, attendant que le prédateur essaie de s'échapper, pour mieux le poursuivre à nouveau et le frapper de rechef, tel un chat jouant avec une souris. Je vais vous dire une chose, je commence à avoir un peu peur des ânes. Bon, imaginons qu'on relâche des ânes en Europe. Pas forcément pour protéger les fermes, mais en liberté. Au début, le problème semblera réglé car le nombre d'attaques diminuera. Les ânes sauvages errant près des fermes pourront, en théorie, effrayer les loups mieux que des clôtures. De plus, les ânes sont parfaitement capables de survivre dans la nature. Les ânes modernes descendent de l'âne sauvage d'Afrique, un animal fait pour survivre dans une chaleur extrême et avec très peu d'eau. Leurs longues oreilles les aident à réguler leur température et leur pelage rugueux le protège de la chaleur et du froid. De plus, les ânes sont des animaux robustes, capables de survivre avec très peu de ressources. Bref, ils s'en sortiront bien et ils donneront une bonne correction aux loups. Mais, comme toujours, il y aura des inconvénients. Reparlons de l'Australie. Des ânes y ont été introduits comme bêtes de somme pour remplacer les chevaux qui mourraient à cause des plantes locales toxiques. C'était en 1866. Aujourd'hui, il y a 5 millions d'ânes sauvages en Australie et ils sont considérés comme nuisibles car ils mangent la végétation et détruisent le sol. Et oui, pendant que certains ânes gardent les fermes, d'autres errent à droite à gauche, répandant les mauvaises herbes, dévorant les plantes, polluant les points d'eau et brisant le sol de leurs sabots durs. Ce qui cause la disparition de plantes et d'animaux indigènes dont la vie n'est déjà pas facile en Australie. L'agriculture souffre aussi, les ânes mangent l'herbe des pâturages et détruisent les clôtures. Ils peuvent aussi infecter les animaux domestiques avec des maladies après avoir erré on ne sait où. À cause de ça, les ânes sauvages sont considérés comme nuisibles et, sans surprise, on a décidé de contrôler leur nombre par l'abattage. Là où le terrain rend ça difficile, on utilise même des hélicoptères et des tireurs d'élite. C'est la même chose dans le sud-ouest des États-Unis où les ânes posent des problèmes. Comme en Australie, ils ne sont pas indigènes. Ils ont été introduits pendant la ruée vers l'or, mais quand la ruée s'est terminée, beaucoup se sont échappés ou ont été abandonnés et sont redevenus sauvages. Vous vous souvenez des conditions dans lesquelles vivaient leurs ancêtres? Les régions arides du sud-ouest américain étaient parfaites pour eux. Ils se sont multipliés à tel point que c'est devenu un problème. Ils mangeaient l'herbe destinée au bétail et s'emparaient des ressources des espèces indigènes. Bref, un comportement classique d'espèces invasives. De nos jours, 95 000 ânes et chevaux sauvages vivent dans l'ouest des États-Unis. Chacun mange 2,7 tonnes de fourrage par an, alors que la végétation est rare. Des centaines de milliers de tonnes disparaissent ainsi, et il ne reste presque rien pour les espèces indigènes. De plus, les ânes mangent les graines, laissant les oiseaux sans nourriture. Sans parler du reste, dommages causés au sol, cultures détruites, clôtures cassées. Vous voyez l'idée. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que même si les ânes sont capables de protéger le bétail, ils peuvent aussi l'attaquer. En gros, ils protègent ce qu'ils considèrent comme leur troupeau.
Si un animal n'appartient pas au troupeau, c'est un intrus qu'il faut attaquer. Cette agressivité peut poser problème si un âne entre en contact avec d'autres animaux de ferme ou des créatures aléatoires qu'il voit comme une menace. Le risque de blessure et même de mort est élevé. Ainsi, les ânes sont peut-être meilleurs que les chevaux pour détecter le danger, mais ils sont moins disciplinés que des chiens. Ce qui est dangereux aussi bien pour les ânes que pour ceux qui les entourent. Par exemple, les ânes attaquent souvent les veaux, ils les chassent et ne les laissent pas approcher de leur mère. Mais oui, les ânes éloignent les veaux des vaches parce qu'ils les trouvent trop insistants. Pourtant, les ânes ne sont pas censés protéger les vaches. Eh bien, ils le font, mais leur contrat ne mentionnait pas les veaux. Naturellement, les veaux qui ne peuvent pas boire le lait de leur mère risquent de mourir. De plus, les ânes se mettent parfois en colère, ils blessent les veaux et peuvent même les tuer. C'est pareil avec les chèvres et les brebis, et dans ce cas, même les adultes ne sont pas en sécurité. Les éleveurs demandent souvent à leurs fournisseurs de reprendre ces agents de sécurité surprotecteurs et qui causent plus de dégâts en une saison que tous les prédateurs combinés au cours des années précédentes. J'ai trouvé les résultats d'une enquête menée auprès de 60 éleveurs de moutons et de chèvres par l'Université du Nebraska. Selon cette enquête, moins de 24% des ânes étaient de bons gardiens, 50% étaient inefficaces, ce qui signifie qu'ils coexistaient avec le troupeau, mais sans le protéger. Les 26% restants avaient causé plus de mal que de bien. Une autre étude menée par l'association Peaceful Valley Donkey Rescue a révélé que seulement 7 à 8% des ânes étaient efficaces pour protéger le bétail. Le reste n'est qu'une perte d'argent, de nerfs et de nourriture. Bref, tout ça semble n'être qu'un mythe. Les ânes sont pas vraiment de super gardiens, et bien que certains d'entre eux puissent aider les éleveurs, ça dépend de nombreux facteurs, allant de l'environnement au tempérament de l'animal. À ce stade, j'ai pitié des ânes. Après tout, les humains et les chiens ont aussi leurs préférences. Un carlin n'est pas fait pour être chien de garde, et moi par exemple, je ferai une très mauvaise ballerine. Mais la conclusion, c'est que relâcher des ânes partout en Europe n'est pas la solution. Et face à une meute de loups, même l'âne le plus brave et le plus fou n'aura aucune chance. En tête-à-tête, peut-être qu'il pourrait assommer un loup, surtout un jeune. Mais les loups chassent en meute, ce qui est une autre affaire. Surtout si c'est une grande meute, capable d'abattre un bison. En fait, même les loups solitaires peuvent parfois tuer des wapitis ou des bœufs musqués. Alors qu'est-ce qu'un âne pour eux? Même 2 ânes? C'est pas une ferme, mais la nature sauvage, où l'apparition de nouveaux animaux à sabots serait pour les loups l'équivalent d'une livraison surprise de viande fraîche à domicile. D'un autre côté, peut-être que les loups chasseront les ânes importés et arrêteront d'embêter les éleveurs. Mais ce serait une curieuse forme de lutte biologique. Il est en tout cas certain que les loups chasseront les ânes. Aux États-Unis, on connaît un exemple. Pendant longtemps, on pensait que les ânes n'avaient plus de prédateurs car tous avaient disparu. Mais depuis peu, cette niche écologique est occupée par les pumas. Oui, ils sont plus petits que les grands félins disparus et les ânes sont plus gros que leurs proies habituelles, mais les pumas ont appris à les chasser. Ce qui signifie que les loups le feront aussi. Ils s'adapteront tôt ou tard et les gardiens ratés devront se protéger eux-mêmes. Entre nous, c'est plutôt une bonne chose, car les loups sont très utiles. Enrique Pérez, président de l'Alliance européenne pour la conservation du loup, dit que les grands prédateurs, dont les loups évidemment, sont nos meilleurs alliés dans la lutte contre le changement climatique, la déforestation et la chute de la biodiversité. En gros, les loups n'auraient que des avantages et aucun inconvénient. Et en effet, naturalistes et zoologistes sont d'accord avec lui. Il rappelle que les loups sont présentés comme méchants sans la moindre preuve scientifique, et que le vote qui a suivi la mort du poney envoie un très mauvais message. L'UE demande aux autres pays de protéger les tigres, les lions et les éléphants, mais refuse la présence des loups. C'est pas glorieux, surtout que les loups ont en réalité beaucoup d'avantages. Inutile de faire de longs discours, c'est facile à comprendre. Un loup est un super prédateur, personne ne le chasse. Il se trouve au sommet de la chaîne alimentaire et il maintient tout le système en équilibre. Quand des loups vivent dans une zone, ils affectent non seulement le nombre de cerfs et de sangliers, mais aussi leur comportement. Imaginez, si un loup se trouve à proximité, la proie est plus prudente.
Elle évite les champs et elle ne mange plus les plantes jusqu'à la racine, car elle le sait, une seconde de distraction et elle servira de repas. Grâce à ça, les arbustes reviennent, les arbres repoussent, et c'est le retour des castors, oiseaux, papillons, bref, tout un monde qui dépend des plantes. C'est un effet domino qui repose sur un seul prédateur. Quand ce prédateur disparaît, la nature perd l'équilibre. Il semble y avoir plus d'animaux, certes, mais les forêts et les prairies s'appauvrissent. Le sol s'épuise et l'air et l'eau perdent en qualité. Non seulement les animaux sauvages en souffrent, mais aussi les humains, car sans forêt saine et terre propre, il n'y a pas d'air ni de récolte. Voici un exemple frappant et bien réel de l'impact des loups. En 1995, des loups ont été réintroduits dans le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des États-Unis, dont ils avaient disparu depuis 70 ans. Quelque chose d'incroyable s'est alors produit, à quoi personne ne s'attendait. La nature a commencé à se rétablir. Pendant ces dizaines d'années passées sans prédateurs, le parc s'était dégradé. Les wapitis s'étaient multipliés, ils avaient dévoré les jeunes arbres, les rivières s'étaient taries et les prairies avaient séché. Mais avec le retour des loups, un rebond s'est produit. Un environnement de peur est apparu. En termes simples, c'est une zone où les proies sentent la présence de prédateurs. Les wapitis ont arrêté de vagabonder dans les vallées et de grignoter les sols. Les arbres ont recommencé à pousser. Et avec leur retour, les animaux qui dépendaient d'eux sont revenus. Les castors ont construit de nouveaux barrages, les étangs se sont remplis de poissons et d'amphibiens, insectes, oiseaux et petits mammifères sont réapparus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant le retour des loups, il y avait 19 000 wapitis dans le nord du parc de Yellowstone. Puis, la population est tombée à 6 000 et elle est restée stable depuis. Les loups n'ont pas éliminé les wapitis, ils ont restauré l'équilibre. En résumé, éliminer les loups d'Europe n'était, pour le dire gentiment, pas une idée brillante. Les loups maintiennent les populations de cerfs et de sangliers sous contrôle, ces mêmes animaux qui ravagent cultures et arbrisseaux. Ils éliminent aussi les animaux malades, empêchant les maladies de se propager. Si les loups disparaissent à nouveau ou deviennent trop peu nombreux, toute la chaîne s'effondrera. Les animaux malades vivront plus longtemps, les épidémies s'aggraveront et cerfs et sangliers piétineront les champs et mangeront tout jusqu'à la racine. Il est temps de parler d'un autre facteur, la peste porcine africaine qui se propage à travers l'Europe. C'est une maladie grave qui affecte les sangliers et les cochons. Mais les loups la gèrent parfaitement. Ils mangent les animaux infectés et limitent la propagation du virus. De plus, ils y sont immunisés, donc ils agissent comme des équipes d'assainissement bénévoles. Si on réduit le nombre de ces médecins de terrain, ce sera aux dépens de l'élevage. Voici un autre paradoxe que l'on oublie souvent. Les loups chassent en famille, des meutes de 5 à 8 individus comprenant 2 parents et leur progéniture. Si on tue les adultes, la meute se désintègre. Les jeunes ont alors plus de mal à chasser de gros animaux comme les sangliers ou les cerfs et ils cherchent des proies faciles comme les brebis. Et oui, ces mêmes brebis que les éleveurs veulent protéger des loups. Plus on abat de prédateurs, plus ces prédateurs attaquent le bétail. Pour mettre fin aux attaques, la seule solution serait de se débarrasser de tous les loups, mais comme je l'ai déjà dit, ça aurait de graves conséquences. Encore une chose, les loups sont toujours considérés comme une espèce menacée. Certes, il y en a plus qu'il y a 20 ou 30 ans, mais l'équilibre est fragile. Sur 9 populations de loups connues dans les pays de l'UE, seules 3 sont stables. Les autres survivent à peine. Les loups tentent de se remettre de leur extinction en Europe, et on parle déjà de réduire leur protection. Si ça arrive trop tôt, tout le système s'effondrera à nouveau. Des centaines de chercheurs et de professeurs ont signé des pétitions en faveur des loups. Ils disent tous la même chose, ces prédateurs ne sont pas une menace, mais la solution. Ils ramènent la vie là où la nature avait abandonné le combat. Ou pour le dire simplement, « Hé les gars, pas touche au loup, ou on le regrettera !» Que suggèrent les écologistes ? D'utiliser des clôtures électriques, des chiens et de renforcer la présence humaine. En gros, de réapprendre à vivre aux côtés des loups. Et c'est pas que de la théorie, l'efficacité de cette méthode est prouvée. De bonnes clôtures, des chiens et des enclos la nuit, c'est bien plus efficace que les balles et ça ne détruit pas l'équilibre naturel. Il y a une pensée intéressante exprimée autrefois par le philosophe norvégien Arne Naes. Elle dit
que chaque être vivant, humain, loup ou je ne sais pas, souris tapis sous une clôture, a le même droit à la vie et à une place au soleil. Et dans le cas des loups, ça n'est que justice. Ils étaient là avant nous et ils n'ont pas à disparaître parce qu'on les trouve gênants. Mais qu'en est-il de ces statistiques effrayantes? Eh bien, chaque année en Europe, les loups tuent 50 000 brebis et chèvres. Ça paraît beaucoup, mais comparé au nombre total de brebis, 68 millions, ça ne représente que 0,065%. Les pertes sont infimes, et en 40 ans, aucun loup n'a tué le moindre être humain. 0. Alors que les deux espèces ont gagné en nombre. Une chose qui s'avère efficace, c'est les programmes de compensation. Si les pertes d'un éleveur lui sont remboursées, il lui est plus facile d'accepter la présence de prédateurs. Au lieu de donner aux éleveurs la permission de tirer, l'Europe devrait les soutenir, les aider à protéger leurs fermes. Autre point important, toutes les attaques ne sont pas le fait des loups. Parfois, il s'agit de chiens errants, et faire la différence n'est pas simple. Mais on n'accorde jamais aux loups le bénéfice du doute. Un dernier exemple révélateur, en 2017, une étude en Grèce a montré qu'il existe des moyens simples et efficaces de protéger le bétail. Les 3 mesures clés sont un gardiennage attentif, des enclos la nuit et des chiens. C'est tout. Pas besoin de technologies sophistiquées ni de millions d'euros. Ces méthodes marchent partout où il y a des brebis ou des chèvres, mais aussi des vaches. Donc, en résumé, coexister avec les loups est possible, à condition d'arrêter d'essayer de s'en débarrasser. Vous me devez un like. À plus.